messieurs, bonjour. Donc je suis très heureux d'être parmi vous et je remercie les organisateurs de mettre un peu de sécurité des systèmes d'information, c'est ça le sigle SSI, de mettre ça dans ces rencontres. Vous savez que c'est un sujet important. Alors, vous savez que le cyberespace nous fait entrer dans une dimension nouvelle des activités humaines, ça c'est répété tout le long de ces journées-là. La richesse de nos organisations, de nos entreprises, va reposer d'ici la fin de la décennie, ça va arriver très vite, à 95%, j'ai vu une enquête là-dessus, dans ce qu'on appelle son patrimoine informationnel. Et ce patrimoine, il va falloir donc le défendre, le protéger. Alors il y a une activité assez riche, je ne sais pas si ça marche, je peux faire avancer. Ah oui, c'est le bouton vert, voilà. L'activité assez riche, c'est un discours de mon directeur général, Patrick Pailloux, qui a lancé, comme tous les ans maintenant, les assises de Monaco, qui sont consacrées à ce sujet-là. Et donc, je vous laisse lire ce discours qui est sur Internet, qui est sur le site SSI Gouv.fr. Et donc, il y aborde cette année un sujet que je vais reprendre un petit peu, qui est le sujet de la défense, de la protection des systèmes industriels, qui est un sujet important. Et il y a même un projet de loi qui va arriver au Parlement d'ici la fin de l'année sur ce sujet, qui va proposer un certain nombre de mesures pour mieux défendre ce qu'on appelle chez nous, en France, nos opérateurs d'importance vitale. C'est ce qui fait tourner la nation. Alors, un petit mot sur la formation, donc je vous laisse lire ce discours. Alors, je vais faire un petit avertissement sur ce sujet. C'est un sujet difficile, hein, la sécurité des systèmes d'information. Je parle souvent en mon nom propre. Alors, je vais faire défiler pas mal de planches, pas mal de slides. Elles exploitent toutes des données ouvertes sur Internet, donc il n'y a rien de secret là-dedans. Et bien sûr, il faut les examiner avec un œil critique. Il faut toujours être très critique. Je pratique, moi, ce métier depuis 30 ans. J'ai appris une seule chose dans ce métier-là, c'est la modestie. Il faut être très modeste, parce qu'on apprend tous les jours. On a des attaquants en face de nous qui sont très malins, qui ont beaucoup d'idées. Et donc, défendre un système d'information, c'est aussi dur aujourd'hui que ça l'était il y a 30 ans. C'est même un peu plus dur. Moi, j'ai commencé avec la carte perforée. J'ai commencé à travailler sur un système qui s'appelait Multix, qui avait un modèle de sécurité qui était assez fort, qui était pas mal. Le modèle de sécurité sur lequel on travaille depuis 30 ans, celui d'Unix, Linux, enfin vous appelez ça comme vous voulez, est un modèle qui n'est pas si fort que ça. Hein, où il y a, par exemple, quand vous êtes root, vous avez quand même beaucoup de droits. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut peut-être repenser ces modèles-là, mais c'est un sujet qu'on pourra aborder s'il y a des questions là-dessus. Donc un petit mot sur la formation. Je fais de la formation, j'étais en formation ce matin, et j'étais à l'école polytechnique, hein, donc je m'excuse, j'étais dans l'élite, etc. Mais on s'est posé la question ensemble dans un petit cours que je donne là-bas sur est-ce que Internet est cassé. Alors je ne vais bien sûr pas vous donner la réponse nécessite beaucoup de nuances. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que l'Internet repose, vous le savez, sur des piles libres et que c'est ces piles libres qui ont défini la sécurité d'Internet. Alors aujourd'hui, on est devant un choix crucial, on en a parlé tout à l'heure, qui est de choisir entre la perte définitive de notre vie privée, qui est recherchée par le modèle économique dominant, ou alors un autre choix qui est de reconquérir des territoires perdus pour sauver ce fameux patrimoine informationnel qui sera le patrimoine de nos entreprises et peut-être de nos emplois de demain. Donc dans un monde qui est de plus en plus cyberdépendant, je vous montre la planche d'après, la communauté du libre peut et doit être le fer de lance des bonnes pratiques en SSI. Alors elle a déjà démontré son savoir-faire pour construire les briques, mais elle doit aujourd'hui, à mon avis, aller beaucoup plus loin dans ce qu'on appelle les approches systèmes. On a encore trop dans le libre des catalogues de produits. Moi j'aime bien les histoires d'open cloud où on commence à avoir une vraie approche système. Alors la petite planche après, c'est des documents qui ont fui cet été. Vous avez par exemple, les budgets qui sont consacrés à un black programme qui s'appelle Owning the Net. Alors, Owning the Net, c'est un peu inquiétant parce que j'aime beaucoup cette histoire. Le net, l'Internet, c'est un bien commun. Et donc, il faut travailler là-dessus. Donc, je passe sur cette planche-là. La cybersécurité, c'est un terme récent qu'on a défini au niveau d'une stratégie qui a été publiée il y a 2 ans. Elle englobe 3 dimensions. Je vais surtout vous parler de la dimension SSI. En SSI, on a une définition nationale qui remonte à 86. Et on n'a pas bougé sur cette définition. On y a mis 3 fonctions essentielles. On veut des systèmes disponibles, on veut des systèmes où nos données sont intègres, et on veut des systèmes où on puisse garder la confidentialité sur certaines des données les plus sensibles. Donc ça, c'est la définition historique. On a 2 autres dimensions dans la cybersécurité. On a la lutte contre la cybercriminalité, qui, vous savez, est un art difficile. Cet art est mené en France par le ministère de l'Intérieur. Et puis, on a une autre dimension toute nouvelle, encore qui s'appelle la mise en place d'une cyberdéfense, savoir défendre les systèmes d'information qu'on juge essentiels. Donc ça, c'est quelque chose dont je ne parlerai pas.
mais c'est des sujets où on travaille sur ces... Et la défense de nos opérateurs d'importance vitale fait partie de cet axe cyberdéfense. Alors si on avance là-dessus, un petit mot sur le cyberespace. Je vais faire ça en 3 parties. Première partie, ça va être quelques remarques, généralités sur le cyberespace. Pourquoi c'est si difficile de défendre nos systèmes d'information. Une deuxième partie, c'est simplement d'essayer, à travers l'expérience de notre centre opérationnel, à l'Agence nationale, la moitié des effectifs sont dans un centre opérationnel, donc ils traitent d'attaques réelles, qui essaient de faire ce qu'il faut là-dedans. Et donc, ils m'ont partager leur expérience sur qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui. Et puis je vous donnerai une troisième partie qui essaiera d'être un peu plus humoristique, mais c'est autour encore que, ça s'appelle les facteurs futurs de cyber-insécurité, et je vais utiliser comme image les 10 plaies d'Égypte. Donc un petit mot sur le cybermonde. J'aime beaucoup la réflexion d'un de nos essayistes qui s'appelle Paul Virilio, et il écrivait en 2005 la chose suivante. Il écrivait « Après l'accident des substances, autrement dit de la matière, vient donc le temps de l'accident des connaissances. C'est cela la soi-disant révolution de l'information, et c'est aussi cela la cybernétique. L'arbitraire de l'anarchie dans le pouvoir des nations, les différents pouvoirs d'une communauté non seulement désœuvrée par l'automation, mais encore désaxée par la soudaine synchronisation des activités humaines. Alors, quand il parle d'accident des substances, il pensait à Tchernobyl, mais on a eu Fukushima depuis. Est-ce que dans le monde numérique, on ne serait pas en train d'avoir ce fameux accident des connaissances? Donc je livre ça à votre réflexion. Alors sur le cybermonde, la première chose, on l'a dit, on l'a répété, c'est le sujet principal de ces 3 jours, c'est que ce qui fait la loi, c'est les logiciels. Alors les logiciels, on les trouve aujourd'hui, on trouve des logiciels embarqués, on trouve du microcode, on trouve tout ça, on trouve ça dans nos objets quotidiens. Donc nous sommes dominés par le logiciel. Alors j'exprime... Dans ce genre de présentation, j'exprime toujours un peu un avis personnel, une réflexion personnelle liée à mon expérience. Là, je vais vous livrer, je le dis exprès, je vais vous livrer la position partagée à l'ANSSI, à l'agence, sur le logiciel libre. Donc, je vais vous dire ce qu'il faut en penser. Donc, on dit la chose suivante. On dit « Ce n'est pas parce qu'un logiciel est libre qu'il est sécurisé par défaut. L'argument de la sécurité, le fameux Money Eyes, tout le monde peut regarder, ne suffit pas ou ne peut être utilisé de manière péremptoire pour justifier l'emploi d'un logiciel libre par rapport à un autre produit. Par contre, le logiciel libre, il a 4 vertus, et je vais vous les donner. La première, c'est quand on dispose du code source d'une application, ça facilite son évaluation du point de vue de la sécurité. Ça facilite la détection de failles et leur correction. Disposer du code source permet, outre une analyse manuelle, l'application d'outils d'analyse statique plus performants, voire de vérification formelle. A contrario, ce n'est pas parce qu'un produit est fermé ou propriétaire qu'il ne sera pas possible de détecter des failles dans ce dernier, et heureusement pour nous. Deuxième vertu du logiciel libre, c'est que l'insertion de portes dérobées dans un logiciel libre n'est pas impossible, mais elle est rendue plus compliquée par le caractère ouvert du produit. La troisième caractéristique du logiciel libre, c'est que quand on a le code source, on peut recompiler l'application, et donc on peut s'assurer qu'on utilise bien le binaire correspondant au code. C'est fait très rarement d'ailleurs. Cette recompilation peut également permettre de durcir l'application en ajoutant des bonnes options de compilation. Enfin, quatrième caractéristique du logiciel libre, quand on parle de sécurité, c'est qu'en cas de large utilisation, on parlait d'OpenStack, un logiciel libre sera maintenu par une large communauté avec une dynamique de mise à jour rapide, et le dépôt de bilan d'un des acteurs ne remettra pas en question le maintien en conditions opérationnelles et de sécurité de la brique. A contrario, si la communauté est petite, et ça arrive sur certaines briques libres, le risque existe que la mise à disposition de correctifs de sécurité en cas de découverte de vulnérabilité soit problématique. Enfin, pour finir sur cette position-là, je vous signale qu'il y a des logiciels libres qui se sont déjà fait labelliser par l'ANSSI, et je vous invite à envisager cette possibilité pour certains de vos développements. Voilà un peu la position officielle sur le logiciel libre. Je crois que c'est tout à fait clair. Alors si on prend les caractéristiques du cybermonde qui sont embêtantes, c'est un monde réel, ce n'est pas un monde virtuel. Il y a des tuyaux, il y a des fréquences, il y a tout ça. C'est aussi un monde malléable. On pensait jusqu'à il y a quelques années qu'on avait encore une certaine liberté derrière la machine. C'est en train de changer. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez un certain nombre de services qui font de la biométrie sur la frappe clavier. Pourquoi ils font ça? Ça leur permet par exemple de distinguer ma frappe
clavier de celle de madame, de ma femme, puisqu'on est derrière la même adresse IP. Et donc ça permet, par exemple, d'envoyer de la pub ciblée différente pour madame et pour monsieur. Donc vous voyez, même derrière nos machines, je ne vous parle même pas des piégeages de la caméra ou des choses comme ça. Donc même derrière, cette liberté est en train de nous être enlevée. Alors c'est aussi un monde fragile. Je compare souvent le cybermonde à l'horloge astronomique de Strasbourg. Je suis alsacien, je suis de Strasbourg. Et donc il y a un mécanisme qui ne marche que tous les 20 000 ans dans cette horloge. Donc vous voyez son créateur, qui s'appelle Schwilge au 19e siècle, s'est dit je crée une machine pour très longtemps. En informatique, vous savez que nos ordiphones, ils sont ringards au bout de 6 mois. Donc on n'est pas du tout là-dedans. Et développer, par exemple, faire de la sécurité, ça prend du temps. Et donc ce temps-là, on ne l'a plus. Aujourd'hui, les développeurs de code, qui sont d'ailleurs, je reviens au débat de tout à l'heure, ça fait 30 ans qu'ils sont mal payés en France, sauf dans un domaine que je vais vous présenter, le développement du code se fait de plus en plus vite, et donc il y a de plus en plus de vulnérabilité dans ces développements-là. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Nicolas Ruff, qui est un spécialiste du domaine. Donc c'est un monde fragile, c'est un monde complexe. Là, je ne rentre pas dans les détails, je vous montre, d'un côté vous avez un FPGA, de l'autre côté vous avez un processeur classique, donc c'est très compliqué. Il y a même, j'ai lu un article très récent qui montre comment on peut piéger dans une fonderie des circuits de ce type-là par du dopage électronique, et que c'est très difficile à voir. Donc vous voyez, l'imagination est sans limite. Cet deuxième avertissement, donc le premier c'est que c'est compliqué. Le deuxième avertissement, c'est qu'on parle beaucoup de cyberguerre, de guerre de l'information, etc. Ce que dit Libicki, qui est l'inventeur américain du concept d'information dominance, c'est un penseur de la RAND Corporation qui a écrit des choses très intelligentes sur ces sujets-là. Il dit que cyberwar est storytelling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps de l'analyse technique n'est pas du tout le temps médiatique. Le temps médiatique, c'est il faut tout de suite donner une interprétation. Quand nos équipes opérationnelles vont sur une attaque informatique dans une société ou dans une organisation, ils mettent quelques mois à comprendre ce qui s'est passé. Mais bien sûr, le temps médiatique, il faut tout de suite avoir la réponse. Donc il faut bien distinguer ça. Si vous prenez un logiciel malveillant aujourd'hui, l'analyse d'un logiciel malveillant par une équipe, ça prend au minimum quelques semaines. Et quand ils sont très bons. Et donc donner une réponse tout de suite, ça fait ça ou ça fait autre chose, c'est très difficile. Donc il faut faire très attention à ça. Alors je vous montre une histoire possible. Ça c'est le lien entre... Vous savez que le premier affrontement de robots logiciels se produit dans les salles de marché. On appelle ça le high frequency trading, c'est des guerres de robots informatiques. D'ailleurs, nos meilleurs programmeurs français, ils vont là. C'est là où ils sont le mieux payés, dans les salles de marché, à faire des algorithmes de high frequency trading. C'est ce qu'on dit un certain nombre d'écoles. Et donc, voilà, vous avez ici un faux tweet qui dit qu'il y a un attentat à la Maison-Blanche et vous avez 200 millions de dollars qui changent de main. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre celui qui a lancé le faux tweet et les 200 millions? Peut-être, peut-être pas. Ça serait assez intéressant un jour que quelqu'un avec un faux tweet puisse gagner 200 millions de dollars. Ça serait assez nouveau, mais il ne nous le dira pas. Donc vous voyez, il y a quand même une surréaction des logiciels. Donc j'imagine que les tweets rentrent directement, automatiquement dans ces logiciels-là. Donc c'est la guerre robotique qui a commencé. Alors bien sûr, là on parle des révélations Snowden, il y a toute une analyse à faire autour de la chronologie. Ça n'arrive pas par hasard. On appelle ça la guerre de l'information. Il y a un troisième avertissement qui est important, qui dit qu'il va falloir choisir entre ces trois. On ne peut pas avoir les trois à la fois. On ne peut pas avoir à la fois liberté, commodité, sécurité. Et donc, très souvent aujourd'hui, le choix qui est fait par nous-mêmes ou par nos décideurs, c'est de choisir commodité, liberté. Et on oublie la sécurité. Alors, je vous montre un exemple, mais je ne le détaillerai pas, et je vous donne la réflexion d'un de nos philosophes. Souvent, c'est une fausse liberté qu'on va acquérir en négligeant la sécurité. La vraie liberté, c'est quand on a de la sécurité. Donc, vous réfléchirez à ce petit sujet. Je vous montre un exemple, et je cite mon philosophe qui s'appelle Clément Rosset, qui disait la chose suivante. Dans Le réel et son double, il disait « La fausse sécurité est plus que l'allié de l'illusion, et elle en constitue la substance même ». Donc, il faut faire très attention à toutes ces solutions qui vous promettent la sécurité absolue. Dans mon expérience, ça n'existe pas. Alors, quatrième, pour vous montrer que les choses sont plus anciennes que ce qu'on disait tout à l'heure. Dans le monde numérique, il n'y a pas de vol d'informations, il y a du clonage. Le deuxième théorème, il date quand même de 84, il dit qu'on ne maîtrise vraiment bien que ce qu'on fait soi-même.
Donc ça plaide beaucoup pour le libre. Et ça, c'est Ken Thompson qui avait prouvé ça dans un article assez lumineux. J'appelle ça le théorème de la confiance. Il faut avoir confiance dans le logiciel qu'on utilise. Et cette confiance a été récemment ébranlée. Mais ça date déjà de 84, le concept. Il y a un autre concept qui date de 84, c'est à peu près l'époque où j'ai commencé à travailler sur ces sujets, qui est le théorème du virus. Fred Cohen était tout jeune, je crois qu'il était stagiaire à la NSA quand il a démontré ce théorème, c'est un théorème mathématique, qui dit simplement que la détection d'un virus ou d'un programme malveillant est totalement indécidable. Et vous savez qu'aujourd'hui, les virus les plus récents, c'est des virus qui sont signés, qui se comportent comme des mises à jour totalement réelles. Je ne dis pas qu'il faut abandonner nos antivirus, c'est un mal nécessaire, ou c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui. On ne se protège pas aujourd'hui avec des outils miracles, ça n'existe pas. Donc, CyberGuard, je passe dessus, donc tout le monde écrit là-dessus, il y a beaucoup d'écrits. Le cyberterrorisme, est-ce que ça existe déjà? Alors, c'est un article qui dit qu'il y a eu 31 300 articles sur le sujet, mais que ça a fait 0 mort. Bon, vous savez qu'il y a dans le dernier James Bond, il y a un peu de cyberterrorisme, donc c'est très à la mode. Mais est-ce que ça n'existera jamais là? Il faut être très prudent, et on en a parlé déjà tout à l'heure, ça m'a beaucoup plu ces exemples-là. On peut hacker un pacemaker, donc on peut tuer des gens en faisant ça. Ça a remué pas mal de conscience, cette démonstration. Je crois que c'est un Australien qui l'a faite en premier, et je crois que ça a été retenté à DEFCON, qui est un congrès de hackers. Hackers, c'est des gens qui cherchent des vulnérabilités cette année. Je crois même, on m'a dit, mais je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y aurait une personne qui serait morte de ça, peut-être. Donc vous voyez, il y a des objets qui peuvent devenir dangereux si le logiciel, et c'est du logiciel. Il n'y a pas de cryptologie, il n'y a pas de cryptographie dans les pacemakers aujourd'hui, il n'y a pas de protection. Autre exemple, c'est les voitures. Quelqu'un que je connais, qui a une voiture allemande, m'a dit « Je télécharge sur Internet de quoi booster les fonctions de ma voiture ». Et alors je lui ai dit, mais tu as confiance dans ce que tu télécharges? Il m'a dit oui. Donc, mais vous imaginez si quelqu'un introduit une fonction malveillante là-dedans, il va peut-être se retrouver dans le fossé en ayant téléchargé sur Internet de quoi booster sa voiture. Ça, c'est une thèse de quelqu'un qui essaie de montrer comment on pourrait introduire de la sécurité dans ce qu'on appelle le SCADA d'une voiture. Hein. C'est toute une voiture, aujourd'hui, il y a plein d'électronique, il y a plein de codes. Alors, deuxième partie, comment on peut caractériser les attaquants sur ce sujet-là? Donc, je vous les ai mis là. En encadrer ceux qui nous préoccupent, nous, à l'Agence nationale, mais les autres existent aussi. L'adolescent désœuvré, c'est quand il passe à l'action, ça peut être embêtant. Le hacker, c'est plutôt quelqu'un qui cherche des vulnérabilités, donc il y a des congrès. L'employé mécontent, il y a un exemple récent qui montre qu'il faut soigner ces gens, d'autant plus quand ils ont beaucoup de pouvoir sur les systèmes d'information. Typiquement, vos ingénieurs systèmes, il faut quand même qu'ils soient contents d'être chez vous. Alors, si vous prenez les autres attaquants qui nous inquiètent, il y a une porosité entre ces attaquants-là. Donc, on peut les retrouver à divers endroits. On peut les retrouver dans le hacktivisme, donc dans des revendications. On peut les retrouver dans des cybermercenaires qui font de l'argent. On peut aussi les retrouver dans des unités spécialisées. Il y a une 60aine de pays qui ont annoncé plus ou moins officiellement qu'elles étaient dans la capacité de mener des actions offensives. Donc, ça existe. Alors, si on prend les objectifs, ils sont plutôt classiques. On va retrouver très classiquement de l'espionnage. Donc ça, c'est vieux comme le monde. Souvent, l'espionnage, il y a une partie qui relève aussi de l'agitation de la propagande. Et puis, je vais vous donner un petit mot sur le sabotage, puisque Stuxnet a ouvert une porte qui n'est peut-être pas prête de se refermer. Les autres objectifs, on les voit moins. La fraude massive, on a peu d'entrées dans les salles de marché. La saturation, ça existe toujours, on appelle ça des dénis de service, donc ça utilise ce qu'on appelle des botnets, c'est-à-dire des machines qui vont envoyer assez violemment des requêtes sur des sites qui sont parfois mal protégés. Mais bon, ça nous intéresse moins. L'invasion, on observe ça de temps en temps. C'est par exemple des virus qui n'ont pas de charge active et qui sont simplement là pour faire de la cartographie. Ça ressemble un peu aux robots qui circulent sur nos réseaux et qui sont lancés par les géants du web. Donc il y a des attaques de ce type. Alors je vais vous en parler de deux types d'attaques. Les attaques ciblées. Alors les attaques ciblées, il y a un terme américain que j'aime pas beaucoup qui est Advanced Persistent Threat. Ça veut dire Advanced, ça voudrait dire que c'est avancé. Dans notre expérience à nous, c'est pas toujours si avancé que ça. Mais par contre, c'est persistant. Donc on se rend compte que les mêmes cibles sont visitées depuis 2003, on a des expériences là-dessus. Ça utilise le principe de consommation minimale, c'est-à-dire à partir du moment où vous êtes dans un système d'information, vous allez utiliser les outils de celui que vous attaquez.
pour extraire, par exemple, les documents qui vous intéressent. Et c'est souvent organisé, vous avez plusieurs équipes, vous avez des exécutants, et parfois vous avez des équipes beaucoup plus techniques, qu'on appelle dans le jargon des geeks, qui sont capables de modifier certains pièges pour les rendre plus opérants. Alors le but, il est classique, hein, c'est de l'espionnage massif, c'est de la vol d'informations. Donc ça, c'est une première. On a eu une expérience, d'un point de vue médiatique, on en a médiatisé deux. On a parlé de l'attaque sur Bercy, donc ça c'était en 2011. Et si vous lisez le rapport du sénateur Bockel, il y a tout un chapitre sur l'attaque d'une société française. Je peux la citer puisqu'elle est dans le rapport, c'est Areva. Donc ça, c'est les deux affaires qui ont été médiatisées. Je vous invite à regarder un peu ce qui a été écrit là-dessus. Alors bien sûr, on se pose les questions de où ça vient. Donc il semblerait que les États-Unis aient repéré d'où ça vient, mais tout ça, il faut être extrêmement prudent. Je vous montre simplement cette planche pour vous dire que c'est très difficile de savoir d'où ça vient. Aujourd'hui, on peut rebondir sur de multiples machines pour essayer de se faire passer pour les uns pour les autres. Il y a beaucoup d'avatars dans les réseaux. Donc, ce qui nous inquiète un peu plus, c'est que certains des programmes malveillants, on les découvre 2 ans après qu'ils aient été mis, on ne peut pas dire sur le marché, mais à partir du moment où on a trouvé leurs premières traces. Donc vous voyez qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on va trouver cette année et à quel moment ça a été mis en place. Donc je vous en montre un, il y en a plein d'autres. Celui-là est assez intéressant parce qu'il utilise une vieille attaque qui s'appelle l'attaque du singe renifleur, et puis il utilise aussi une collision d'une fonction de hachage qui ne devrait plus être nulle part. Alors, je vous signale à ce sujet-là que nous avons en France un très beau référentiel général de sécurité qui a interdit depuis pas mal d'années le MD5. Donc, il est quand même étonnant qu'on trouve ça encore dans des produits. Alors, je sais que dans le libre, ils font attention à ça, mais on trouve encore ce genre de choses. Donc, voilà un type d'outil qui nous embête beaucoup. Les antivirus n'ont rien vu. Alors, sur la protection industrielle, je vous montre une planche c'est un travail qu'on avait mené avec un ami en 2005. Donc ce n'est pas tout nouveau, c'était bien avant Stuxnet. Je ne sais même pas s'ils avaient commencé le développement de Stuxnet. Donc on avait déjà compris qu'il y avait un problème. Alors c'est quoi le problème de ces systèmes industriels? C'est qu'ils utilisaient, et ils utilisent toujours, des protocoles non sécurisés. Donc ça, c'est une première point d'entrée possible. Les machines qui pilotent ne sont pas mises à jour. Donc ça, on l'a vu, nous, concrètement, dans un certain nombre d'hôpitaux. Et quand la machine n'est pas mise à jour, une simple clé USB qu'apporte une infirmière peut mettre à plat. Par exemple, on a des expériences où ça a mis à plat des machines IRM pendant 1 ou 2 journées. Donc aujourd'hui, on a édité un guide d'externalisation. On essaie d'obliger tous les gens qui déploient ce genre de solution de mettre à jour les stations qui pilotent ces systèmes industriels, ces systèmes hospitaliers, ces systèmes modernes. Donc ça, c'est très important. Autre chose, vous voyez, en 2005, on avait imaginé des backdoors, des portes dérobées. Stuxnet, c'est quelque chose qui crée des portes dérobées dans ce genre de machine. Donc, je ne sais pas si on avait une vision sur ce sujet-là. Vous avez des utilisateurs nomades et vous savez tous qu'il y a une vulnérabilité sur le nomadisme, hein, sur le Wi-Fi ou ces choses-là. Donc ça peut être exploité. Dernière chose, liaison sans fil, donc tout ça s'est mis, puisque c'est souvent dans des ambiances chaudes, etc., qui sont inaccessibles à l'homme. Bien sûr, on a relié très vite ces systèmes au réseau d'entreprise, et bien sûr, le réseau d'entreprise, on l'a mis sur Internet. Et donc, dès 2005, on avait vu la chaîne infernale. Et Patrick Payoux, dans son discours d'hier, a redit à nos industriels qu'on se donnerait, nous, la possibilité de les obliger, dans certains cas, de couper ces systèmes de l'Internet. Ils n'ont pas besoin d'être sur Internet. Je vous donne ça comme exemple. C'est Patrick Payoux qui en parlait hier. Donc voilà, bon, je passe sur les opérations. Il y a déjà eu des accidents qui ont fait des morts. Là, c'est un accident en Russie. C'est un logiciel qui avait été mis à jour et c'était une turbine qui était déjà ancienne et qui a explosé parce que le logiciel n'a pas su la ralentir. Donc il y a eu 75 morts. Donc est-ce qu'on va voir bientôt des programmes malveillants dont le but est de tuer? Faut attendre, faut regarder. Mais ça arrivera d'un endroit qu'on n'avait pas prévu. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur les cyberarmes, il y en a beaucoup, hein, ça c'est une classification personnelle, donc la panoplie est large. Un petit mot sur les facteurs de la cyber-insécurité, donc c'est ma 3e partie. Je pars sur l'image des plaies d'Égypte. Alors, je vais aller assez vite là-dessus, mais c'est assez intéressant. Bon, première plaie. Ça, c'est des planches de Louis Pouzin. Louis Pouzin est un Français qui a inventé le datagramme, mais il n'a pas été prophète dans son pays. Donc c'est un des inventeurs de l'Internet, mais la France n'en a pas voulu. Alors lui, c'est des planches récentes. Il se bat, lui, pour que l'Internet reste un bien commun. Et donc, il essaie de lutter
contre ce que j'appelle, moi, des écosystèmes numériques fermés. Vous en avez toute une liste en bas. Vatican, c'est pour l'ICANN, hein, c'est sa façon de montrer les choses. Et si on regarde il y a eu récemment une négociation sur le règlement des télécommunications internationales à Dubaï. Vous avez quand même un schisme. Il y a la moitié des pays qui essaient d'aller plus... Enfin, il y a un schisme actuellement. Il y a la moitié des pays qui ont ratifié un document et l'autre moitié qui a dit non, on n'en veut pas, on reste sur la position actuelle. Donc ça, c'est le premier facteur d'insécurité. C'est ces écosystèmes numériques fermés qui vous enferment chez un géant du web. Je ne donne pas les noms. Vous avez aussi une cyberdiversité qui est en berne, c'est-à-dire que pour fabriquer de l'électronique, des circuits, l'Europe n'a jamais été très présente. Vous avez d'un côté IBM et de l'autre côté TSMC, qui est une entreprise taïwano-chinoise. Donc il y a quand même une cyberdiversité qui est en berne. Ça coûte énormément d'argent de créer une chaîne de fonderie. Ça coûte très très cher. Donc est-ce qu'on va pouvoir regagner de la souveraineté là-dedans? C'est un sujet pour le futur. Si vous regardez, donc, il y a des gens qui veulent construire un nouvel Internet, etc. Donc, il y a des choses à faire. Deuxième facteur de cyberinsécurité, les ordiphones. Alors là, je ne détaille pas. Donc ça, c'est notre intimité qui est mise à mal avec ces objets-là. Patrick Payot aussi donne un exemple hier d'une application qui mangeait tout votre carnet d'adresses et qui le mettait sur Internet. Donc ça, c'est des choses qu'on voit tous les jours. Il y a aujourd'hui une offre d'ailleurs d'ordiphones un peu plus sécurisés par des entreprises françaises, donc ça arrive. Les moustiques, il y a tout le côté, donc nos réseaux, il y a des interceptions légales qu'on comprend très très bien pour de la sécurité nationale, pour des raisons de justice, etc. Mais ça veut dire que simplement, ça doit être utilisé dans un cadre légal. Et ce qui est embêtant aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus d'affaires où c'est utilisé dans un cadre illégal, etc. Donc il faut faire très attention à ça. Ça, c'est une planche Snowden qui est sortie il y a 3 jours, qui montre que, par exemple, notre intimité à nous, notre intimité numérique, c'est à peu près 90 facteurs qui sont analysés par des systèmes automatisés. On appelle ça du data mining, ou peut-être on appelle ça du big data, c'est peut-être plus moderne. Donc tout ça, ça existe aujourd'hui. C'est un marché qui est malheureusement plus florissant, le marché de l'interception, que le marché de la défense des systèmes d'information, que le marché de la SSI. Donc ça, c'est un de nos soucis, c'est de renverser un peu la tendance. C'est difficile. Il y a aujourd'hui, par exemple, des attaques toutes nouvelles. On peut injecter de la publicité en faisant du man in the middle directement sur les tuyaux. Il n'y a plus besoin d'aller mettre la publicité au niveau du serveur. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Bon, il y a ce fameux data center qui a la capacité d'engranger 100 fois l'Internet. Bon, et puis il y a cette planche que j'aime beaucoup, c'est comment qualifier l'information, comment taguer l'information qui rentre dans ces systèmes. Je passe dessus. 4e facteur d'insécurité, toujours dans mon analyse, c'est les marchands de peur qui vous annoncent que la cyberinsécurité, ça coûte 388 milliards de dollars. Je ne vous dis pas qui fait ça. Vous trouverez facilement l'étude sur Internet. Et puis l'année d'après, donc voilà, c'est ce genre de chiffres. Ça, c'est pour vous vendre des solutions miracles, tous ces anti-spyware, etc. Et puis l'année d'après, on vous dit, tiens, ça a coûté 2 fois moins cher. En fait, ils ont changé la façon de mesurer, mais ça ne me convainc pas. Donc, 5e facteur d'insécurité, c'est tout ce qui tourne autour de... Est-ce que vous savez que les réseaux, ils ont la fâcheuse tendance d'oublier ce qu'on n'a pas envie qu'ils perdent et puis de perdre ce qu'on a envie de faire disparaître. Donc, c'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui. Donc, je passe dessus. Longévité des supports, comment on va garder toute cette information numérique? Est-ce qu'on n'a pas intérêt d'ailleurs à ce que des choses se perdent? C'est une vraie question. Je passe à ma 6e. Ça, c'est un de nos ennemis. C'est le Bring Your Own Device. Donc, utilisez votre propre machine au travail. Nous plaidons à l'ANSSI, là je vous donne la position officielle, c'est celle de Patrick Payot, et puis il l'a réaffirmé hier dans son discours, c'est nous ne pouvons pas faire de la sécurité, défendre les systèmes d'information si on confond informatique professionnelle avec informatique personnelle. C'est totalement impossible. Mais pourtant, c'est une tendance lourde du marché. J'ai même lu que 50% des employés aujourd'hui dans le monde sont tombés dans ce piège, qui est le Bring Your Own Device. C'est un piège. La grêle, Big Data. Alors un petit mot, bon, je ne vais pas dire grand-chose sur le Big Data. Il faut savoir qu'il y a quand même un problème de transparence sur le Big Data. Le Big Data, on nous l'annonce pour notre bien. C'est-à-dire on va exploiter toutes les données qu'on laisse traîner dans le monde numérique et on va nous proposer des meilleurs services. C'est le bon Big Data. Mais tout ça est fait d'une manière non transparente. Donc moi, je plaide pour qu'il y ait du big data, que le sujet du big data devienne un sujet du logiciel libre et qu'il y ait des solutions ouvertes qui fassent du big data, qui soient auditables, regardables, etc., qu'on puisse avoir une idée précise de ce qui est fait dans le big data.
Donc bon, il y a aussi un pouvoir excessif de gens qui ont beaucoup de puissance de calcul pour faire du big data. Mais ça va arriver. Donc il y a des théorèmes qui montrent que c'est comme mon triangle de tout à l'heure, on ne pourra jamais avoir dans le big data toutes les fonctions ou toutes les vertus à la fois. C'est rassurant, d'une certaine façon. Les sauterelles, le cloud, on en parle beaucoup, donc je suis un farouche défenseur de l'open cloud. Alors, je vous donne ici la position de l'ANSSI sur ce sujet-là. Nous, ce qu'on demande, on l'a écrit dans un guide d'externalisation, nous, ce qu'on demande à tous ceux qui prennent des solutions cloud, le cloud, ça peut être très intéressant parce que, par exemple, dans une bonne solution cloud, la sécurité va être mutualisée. Donc, vous aurez des gens plus puissants. Vous payez votre propre spécialiste chez vous. Pour une PME, c'est très difficile. Alors, ce qu'on demande simplement pour le cloud, c'est un prestataire de confiance, donc hébergement en France ou en Europe, la réversibilité, c'est-à-dire que ça soit écrit dans le contrat, c'est-à-dire que vous puissiez récupérer vos données, changer de fournisseur, l'auditabilité, donc ça aussi c'est important, que vous puissiez auditer, envoyer des équipes regarder ou envoyer des tiers regarder. On peut même mettre une auditabilité à 2 heures, ça évite que le data center se trouve à des endroits trop éloignés. Et puis la chose la plus importante, la chose essentielle dans le cloud, c'est d'avoir une prestation sous le contrôle du droit national. Donc vous réclamez du droit français ou du droit européen. Vous aurez peut-être une façon de vous défendre si vos données personnelles fuient, etc. Alors si le cloud, je passe dessus, ça c'est une planche où vous avez la source qui montre qu'on parle beaucoup de SaaS. Si vous n'avez pas de prestataire de confiance dans le SaaS, vous voyez bien que plus rien n'est à vous. Donc c'est une notion essentielle. Et j'ai vu qu'il y a une offre qui se crée. Ça c'est une planche d'une étudiante qui m'avait dit ça c'est un service qui va arriver très vite. Et puis, sur les techniques néphologiques, c'est la science des nuages. Il y a beaucoup de choses à faire. Hein, vous voyez, j'ai mis du floss, etc. C'est une vieille planche. Hein. Accumulo 2, là, on en a parlé sur Hadoop. Ça permet de mettre du contrôle d'accès sur ce big data, les hyperviseurs. Et puis, il y a 4 fonctions que j'adore dans les critères communs de sécurité qui sont liées à l'anonymat et qui sont, à mon avis, des fonctions du futur. Donc, je vous invite à venir nous proposer des nouveaux produits, des produits innovants qui implémentent ce type de fonctions. Le cloud souverain, la bonne nouvelle avec l'affaire Prism, c'est qu'effectivement, nos amis annoncent qu'ils vont perdre de l'argent. J'espère que nos clouders à nous, en Europe, vont gagner de l'argent sur cette chose-là. Les ténèbres, je passe. La sécurité par l'obscurité, ça ne marche pas, donc ça plaide en fonction du libre. Et puis, si on regarde un peu en avant, je suis parfois assez pessimiste, mais bon, l'histoire me donne parfois raison. On aura du logiciel partout, Internet des objets, robotique, nanosciences. On aura des choses nouvelles. On aura, par exemple, le silicium va mourir, il va être remplacé par le graphène. C'est une prédiction que je fais devant vous. Et donc, est-ce que l'Europe va retrouver de la souveraineté là-dedans? C'est une vraie question. Il y a des agressions nouvelles qui arrivent, etc. Je peux vous livrer Non, je ne vais pas vous le livrer. Je vais donner ça en conclusion. Donc, je passe là-dessus. La grande question, ça va être où va se placer l'Europe entre les deux géants qui ont une vraie stratégie d'information dominance. Donc ça, c'est la vraie question. Où va se situer l'Europe? Je finis quand même un petit mot sur l'ANSSI pour montrer qu'il y a une organisation un peu particulière en France. Donc on est un organisme interministériel et donc on a comme cible stratégique non seulement les ministères mais aussi toutes les entreprises d'importance vitale. On a aussi un rôle vis-à-vis du citoyen. Par exemple, j'ai plaidé depuis des années pour qu'on mette un enseignement de la SSI, non seulement dans les formations supérieures mais avant. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, si vous regardez le modèle français, ça, c'est une planche qui avait été présentée dans un autre contexte. On peut diviser le cybermonde en quatre parties, défensif, offensif, ça c'est les actions, contenant, contenu. L'ANSSI, c'est l'organisation nationale, elle est assez originale dans le monde, c'est-à-dire que nous sommes dans la case en bas de défense des contenants et on ne s'occupe pas des contenus parce qu'il y a un droit constitutionnel à la protection de la vie privée, donc on respecte. Voilà un peu l'organisation française, mais il n'y a pas de trou dans la raquette. Si vous lisez le livre blanc, il y a des services en France qui ont le droit de mener des actions offensives quand la nation est en péril. Voilà, je passe là-dessus, on peut mettre ça sur le cloud, et puis je conclue sur une conclusion un peu plus poétique. Voilà, et je suis prêt à répondre à l'une ou l'autre de vos questions. J'ai été un peu rapide, mais il y a le 0 qui clignote, donc je suis arrivé au bout de l'exposé. Merci, Monsieur Wolf. Merci beaucoup.